Là, je vais vous parler surtout du sable, parce que le sable, c'est en tout cas une des grosses conséquences dans les pays du sud global. Jusqu'à il y a encore 10-12 ans, on n'entendait pas parler de sable. En gros, ce que je racontais ce matin à Cédric qui m'a interviewé, je lui disais en fait, moi j'ai interviewé longuement le spécialiste du sable suisse, et lui, il m'a dit cette chose vraiment intéressante. Il m'a dit en fait, le sable, c'est le héros méconnu de notre société. C'est utilisé pour des choses qu'on ne soupçonne même pas. On en extrait des quantités phénoménales et on n'en parle pas, à part que ça change. Il y a 13 ans, non, il y a 13 ans, il y a moins de 10 ans, il y a eu ce documentaire qui s'appelle Sable, enquête sur une disparition, que je vous conseille, qui est vraiment un super documentaire, qui a vraiment alerté l'opinion publique sur ce problème. Arte a mis en ligne plusieurs documentaires, celui du National Geographic aussi. En ce moment, il y a toute une série d'articles, et le dernier paraît aujourd'hui sur la surexploitation et ses problèmes dans le monde. Donc ça, je vous conseille aussi ces 6 articles passionnants qui s'intéressent à l'Inde, au Groenland, au Nigeria, et surtout le dernier à Paris, qui explique comment la capitale parisienne est en train de consommer des quantités absolument absurdes de sable et de béton pour les chantiers qui sont en cours. Donc, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, le sable est utilisé pour plein de choses, mais il est utilisé surtout pour la construction, parce que dans le béton, on a 70 à 80% de sable. Et sinon, pour le verre, les puces informatiques, les détergents, les panneaux solaires, la cosmétique, en fait, la liste des choses qui requièrent du sable est très, très longue. Et moi, lorsque je l'ai découverte il y a quelques années, on ne soupçonnait même pas. En fait, en gros, la moitié des choses qu'on a chez nous reposent sur de l'extraction de sable. C'est la seconde ressource la plus utilisée au monde après l'eau. Quand on compte, on dit en gros, il y a l'air, l'eau, le sable. Et puis après, quand on regarde le premier produit manufacturé au monde, juste après, il y a le béton. Alors, quelques chiffres, 200 tonnes de sable pour une maison, 3000 tonnes pour un hôpital, 30 000 tonnes pour un kilomètre d'autoroute. Vous voyez, ça c'est la projection de demande en sable d'ici à 2050. Donc, en gros, ce n'est pas du tout en train de baisser, c'est vraiment quelque chose qui est complètement croissant. Donc ça, vous voyez, c'est les prévisions jusqu'à 2100 du prix du sable qui augmente avec. Et ça, c'est très intéressant à droite de comprendre un peu ce graphique. En rouge, c'est le sable disponible prêt à l'emploi. Alors, prêt à l'emploi, c'est quoi? C'est celui qu'on va juste aller chercher tout près, d'accord? C'est un sable qui n'a pas de sel, d'accord? C'est un sable qui n'est pas salé, c'est un sable qui est pas qu'on n'a pas besoin de concasser. C'est un sable, donc c'est le sable des gravières. Et ça, c'est en train de se terminer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On commence à exploiter le sable dynamique. Donc ça, c'est le sable statique, d'accord? Donc sable statique, en gros, quand vous voyez des montagnes éventrées, eh ben, c'est du sable statique. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de problèmes environnementaux, parce que souvent, il y a biodiversité, etc., mais c'est moins pire, d'accord? Donc, en gros, on va grignoter la montagne, on la concasse et on fait des cailloux de plein de tailles différentes, et puis ça nous sert pour le béton, et c'est super. Ça, c'est un réel problème. Ça, en gros, c'est de l'exploitation de sable en mer. Donc, en mer, vous avez des grosses dragueuses, d'accord, qui vont en mer, souvent de manière très illégale. Par exemple, en ce moment, la Chine n'arrête pas d'exploiter le sable dans les eaux taïwanaises. En gros, en même temps, ils approvisionnent les chantiers de Hong Kong et en même temps, ils font la guerre à Taïwan avec ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils prennent le sable vers chez eux parce qu'ils savent qu'en gros, les problèmes générés vont aller vers Taïwan plutôt que vers la côte chinoise. Alors, les problèmes, c'est quoi? En gros, quand une dragueuse comme ça va chercher du sable en bas, en fait, en gros, elle absorbe tout. Alors, imaginez tous les poissons, le plancton, les algues, et après, ça arrive et ça trie. Et pendant que ça fait ça, en gros, ça renvoie ce dont on n'a pas besoin. Et imaginez, vous avez comme une tempête de sable dans l'eau. Et ça fait aussi mourir
plein d'autres animaux. Donc, en gros, quand c'est exploité, il y a des réactions en chaîne locales sur la biodiversité en mer qui est catastrophique. Ensuite, on crée des dépressions. Parce que quand souvent on prend dans un endroit, on crée une dépression. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, la Chine avec Taïwan, comme ils sont en bis-bis, comme ils créent des dépressions, ça fragilise les côtes. C'est-à-dire, en gros, imaginez, vous avez une côte, vous avez un trou, vous faites un trou, et bien en gros, le sable de la côte va aller remplir doucement le trou qui a été produit en mer. Et donc, comme ça, vous fragilisez toutes les côtes. Donc ça, par exemple, c'est au Cambodge. Donc, c'est des dragueuses qui sont à la limite avec les mangroves, qui également exploitent du sable de rivière. Par exemple, on estime que, par exemple, le Cambodge, ils ont exploité le sable chez eux de 2005 à 2015, soit pendant 10 ans. Et donc, ils n'ont pas mis, en gros, dans les rapports à l'année, le véritable chiffre qui avait été exploité. Et c'était un vrai problème, parce qu'en gros, ça voulait dire qu'une grosse partie de l'économie cambodgienne dépendait de l'exploitation du sable, et ça n'a pas été reporté. Donc là, vous voyez en gros ce qui a été exploité par rapport à une pyramide. Donc, c'est des quantités absolument énormes. Et là, vous voyez ces mangroves. Et bien, en gros, quand on fait ça, on détruit toute la possibilité aux crabes d'aller se nicher. Donc, vous avez en gros toutes les familles qui dépendent de la pêche du crabe, doivent se déplacer, aller ailleurs, peut-être même se mettre à travailler sur les dragueuses. Ça fragilise la mangrove. La mangrove permet de se protéger des tsunamis. Donc, en fait, c'est comme ça, c'est en rafale. Et là, aujourd'hui, je ne pourrais même pas vous citer tous les problèmes que ça implique. Singapour n'a pas de sable. Donc, en fait, eux, pendant des années, pour étendre leur territoire sur la mer, tout ce que vous voyez en orange, c'est l'extension du territoire de Singapour, et bien en fait, ça dépend, ça a été fait sur du sable cambodgien. Donc en fait, la surexploitation du sable est en train de créer de véritables déséquilibres à tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire des équilibres locaux pour les populations, des équilibres environnementaux, et puis des déséquilibres aussi au niveau des économies. Parce que quand une économie se fonde en partie sur le sable alors qu'elle ne le devrait pas pour des raisons écologiques, après, il faut trouver autre chose pour pouvoir réussir à remettre en route un peu le pays. Et donc, voilà. Et donc ça, je vous donne quelques exemples un peu en rafale, je vais passer un peu rapidement, mais là, par exemple, c'est une plage marocaine. Une plage marocaine pillée tous les jours par des familles qui touchent très peu d'argent, mais pour qui c'est fondamental pour vivre, qui le revendent à des personnes qui vont le vendre beaucoup plus cher, et c'est souvent des mafias locales. Et tout ça pour aller alimenter des chantiers pour des retraités qu'on attire au Maroc, parce que c'est moins cher, et qui viennent pour les plages. Donc, il y a quand même une bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est que pendant très longtemps, en fait, en gros, on ne parlait pas de ça. Et en 2019, il y a eu le premier rapport de l'ONU qui a mentionné dans son rapport 2 points sur la nécessité d'une gouvernance dans l'exploitation de sable à l'échelle mondiale. Donc, en fait, c'est 2019, c'est vraiment hier, et ça n'avait jamais eu lieu, alors qu'on commence à prendre conscience de ces problèmes depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Il y en a eu un nouveau qui est paru en 2022, qui pointe du doigt plein de pays dans le monde, dont Singapour, qui n'était pas content du tout d'être pointé du doigt par ce rapport. Et puis, grâce à ça, il y a eu le premier observatoire mondial du sable qui s'est créé à Genève, grâce à toute une équipe de l'UNEP. Et donc, ça incite au sein de l'ONU les pays à ne plus fermer les yeux sur ça et à faire à changer en tout cas les lois localement pour ou arrêter ou réguler l'extraction sauvage de sable. Alors, ça ne marche pas très bien, ça ne veut pas dire qu'on est en train de changer, mais au moins, c'est une véritable avancée.